Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Estelle Castellanos, une véritable passionnée de santé holistique et de médecine fonctionnelle. Estelle est diététicienne, nutritionniste, naturopathe, mais aussi et surtout fondatrice de la plateforme atavie.fr, une éternelle étudiante avec une approche unique et teintée de médecine fonctionnelle. Dans cet épisode, on a parlé de la diète cétogène, du syndrome métabolique, des compléments alimentaires et de comment utiliser la biochimie sanguine pour améliorer sa santé. À travers sa plateforme atavie.fr, je vous laisse le lien en description. L'objectif et la vision long terme d'Estelle, c'est la santé et la longévité, le meilleur de tous les investissements sans quoi rien n'est possible. Alors installez-vous confortablement, on plonge dans l'univers de la santé fonctionnelle avec Estelle Castellanos dans La Grande Évasion. Estelle, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci. Salut. Bonjour à tous. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, je parle beaucoup d'investissement dans ce podcast, souvent d'argent, d'actions, de bourse. Ça peut surprendre de t'avoir ici aujourd'hui, mais pour moi, tout est vraiment relié. Investir de l'argent en ayant une mauvaise santé et probablement une courte longévité, c'est vraiment contre-productif. Voilà pourquoi je mêle ces sujets qui sont vraiment fondamentaux pour moi. Donc, on va arrêter de parler de moi, on va parler de toi un petit peu. Estelle, bienvenue. On va commencer par ton parcours déjà. Je vais dire les choses que je sais et il y a sûrement des choses que je sais pas. Tu as commencé avec un BTS diététique, donc c'est ça? Absolument, oui. Formé en naturopathie après. Alors, j'ai lu un truc qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que tu t'éloignes volontairement de l'étiquette de diététicienne. Tu préfères une approche globale pour tes patients, pour cibler notamment les maladies chroniques et leurs causes profondes, etc. Après, tu t'es spécialisé en analyse fonctionnelle de la chimie sanguine. Donc ça permet d'établir des liens entre les différents biomarqueurs sanguins dans les analyses, etc. On va y revenir, bien sûr. Quand on lit ton parcours, je me pose la question, est-ce que tu vas t'arrêter un jour? J'ai l'impression que non. Non, c'est très difficile de me canaliser. Quand il s'agit d'étudier, je suis vraiment ce qu'on appelle une éternelle étudiante. Et je pense que c'est indispensable dans le domaine de la santé. Si tu cherches pas continuellement à te former et à toi-même aller chercher les infos et non pas les attendre des formations que tu fais, parce que bon, les formations c'est une chose, mais il faut continuer de creuser derrière. Tu seras jamais aussi doué, je pense. Il faut toujours creuser et aussi rester, je pense, humble dans le sens où tu peux penser quelque chose à une certaine période et puis tu vas tomber sur une étude, tu vas tomber sur un bouquin, peu importe, il y a quelque chose qui peut totalement remettre en question toutes tes croyances jusqu'ici. Et si tu n'es pas capable de te remettre en question, de te questionner, je pense que tu peux pas avancer dans le domaine de la santé si t'as pas cette faculté-là. Donc, je peux faire effectivement beaucoup de formations parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs sons de cloche sur différents secteurs, de différentes personnes aussi. Et c'est avec ça, en fait, à force que je construis différentes idées. Donc, quand tu parcours, par exemple, les réseaux sociaux, tu vois bien il y a des personnes qui sont spécialisées dans certaines niches. Souvent, t'as des comptes vraiment très, très spécifiques. T'en as certains, c'est vraiment sur la maladie de Lyme, par exemple. D'autres sur beaucoup la micronutrition, ce genre de choses. Et je pense qu'ils ont tous quelque chose à offrir, mais j'aime pas l'idée de me nicher parce que du coup, tu perds cette vision globale des choses. Donc, je préfère en fait consulter ces personnes-là par rapport à leur niche pour avoir leur expertise sur ce sujet précis. Mais je n'oublie pas le fait qu'il faut que je croise avec les autres pour avoir toutes les informations possibles. Et c'est le plus difficile, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je suis vraiment 100% d'accord avec cette approche-là. C'est un petit peu, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu le but de la médecine fonctionnelle.
Est-ce que tu peux expliquer simplement, dans des termes simples, pour les gens qui Alors, connaissent pas trop? ouais, la médecine fonctionnelle, moi j'ai du mal à dire que je suis praticienne en médecine fonctionnelle puisqu'il y a le mot médecine et que je voudrais surtout pas instiller dans l'esprit des gens qu'il y a une confusion à faire entre les médecins et les thérapeutes. C'est pas du tout mon objectif, je ne suis pas médecin. Par contre, effectivement, dans ma pratique, ça ressemble à de la médecine fonctionnelle dans le sens où on va chercher à comprendre pourquoi la personne a tel ou tel trouble, telle ou telle maladie et symptômes. Et il faut c'est un travail d'enquête, en fait, notamment avec les analyses, mais également avec toutes les questions qu'on va poser pendant les consultations et également avec ce que l'on peut observer physiquement de la personne. C'est-à-dire que parfois la personne s'en rend pas compte en consulte, mais je suis en train de la sonder physiquement pour essayer de trouver des indices. Parce que des fois, la personne elle-même ne se rend pas compte forcément des symptômes qu'elle peut avoir physiquement. Et ça me rappelle une patiente qui était en hypothyroïdie, qui me disait qu'elle allait très très bien. Et en fait, à la caméra, je voyais qu'elle était extrêmement bouffie du visage, qu'elle avait là, une perte des parties externes des sourcils. Enfin, il y avait des signes évidents d'hypothyroïdie. Mais elle était tellement, je pense, embourbée dans son hypothyroïdie qu'elle ne voyait plus du tout à quel niveau elle en était dans sa maladie. Donc il y a tous ces aspects-là à regarder. Et la médecine fonctionnelle, c'est ça en fait, c'est de regarder tous les aspects de la personne, tout son environnement aussi. Donc c'est ça qui est complexe, c'est qu'il faut connaître à la fois la physiologie humaine, mais également tout ce que l'environnement va avoir comme impact sur cette physiologie humaine. Et donc ça fait énormément de choses à connaître, mine de rien, puisque ça inclut de la médecine environnementale, tout ce qui est pollution, pesticides, tout ce qui est rythme circadien. Donc c'est aussi une Bien sûr. grosse part qui est énorme, le rythme circadien. C'est tout ce qui est soleil, etc., le grounding. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Aussi, il y a tout ce qui est génétique, épigénétique, antécédents familiaux. Donc là, souvent, tu remontes dans l'historique familial et ça peut aller très loin dans les questions. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand je pose les questions en consultation parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment il y a des leitmotivs dans les familles, des trucs qui se suivent que la personne n'avait pas forcément remarqué. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple sur ça, par exemple? Alors, par exemple, un truc récemment d'ailleurs que j'ai noté, j'ai des personnes qui développent des sortes de troubles psychiatriques, donc on n'est pas forcément sur un diagnostic bien précis de, par exemple, schizophrénie ou bipolarité ou ce que tu veux, mais par contre, il y a effectivement quelque chose d'évident, des névroses, ce genre de choses. Et en fait, quand tu poses des questions, tu te rends compte que dans la famille, il y a beaucoup d'alcoolisme qui D'accord. remonte à très longtemps, l'arrière-grand-père déjà, etc. Pour ce que la personne en sait, évidemment, parce que des fois, on n'a pas toutes les infos. Hein. Et donc, ça donne de sacrés indices, puisqu'on sait l'impact que peut avoir l'alcool sur pas mal de fonctions de l'organisme, ce que ça peut créer comme carence sur le cerveau, etc. Donc, c'est des choses intéressantes sur lesquelles remonter. Et également, en ce qui concerne, par exemple, la maladie de Lyme aussi, tu vas avoir potentiellement des troubles psychiatriques. Et quand tu demandes à la personne si elle a déjà été mordue par une tique ou si elle s'en souvient, pas forcément, mais quand tu questionnes sur la maman, le papa, tu te rends compte, ah oui, ma mère, elle m'a dit une fois que ça lui était arrivé, enfin, tu vois. D'accord. Ah ouais. T'arrives à remonter comme ça des fois, Ok. c'est vraiment un travail d'enquête assez minutieux, il faut pousser le patient à se creuser un petit peu la cervelle pour trouver des infos, parce que des fois, c'est pas super évident pour lui. Donc la médecine fonctionnelle, pour moi, c'est ça, c'est un véritable travail d'enquêteur, de terrain, à la fois du terrain du patient, et de l'environnement dans lequel il évolue. Bon, sans rentrer bien sûr dans la polémique Covid, etc. Ce que ça a créé comme mouvement de pensée sur la population générale, j'ai l'impression que, je sais pas ce que tu en penses toi en tant que praticienne, il y a eu un vrai retour aux fondamentaux de l'automédication ou alors de la volonté, en tout cas chez les gens, d'anticiper le passage chez le médecin. Comparé à avant où c'était un peu les antibiotiques, c'est automatique et tout ça. Et est-ce que toi, tu as vraiment noté cette différence-là? Alors, oui, j'ai pu la noter parce que moi, j'avais un cabinet, en fait, avant le Covid. C'était pas forcément le cabinet qui me rapportait le plus de patientèle, mais en tout cas, j'en avais un et j'avais quand même une certaine patientèle sur place. Mon objectif, c'était pas d'y rester, parce que notamment, je vais aller vivre ailleurs, donc c'était pas mon objectif, mais en tout cas, j'apprécie avoir mon cabinet. Il y a le Covid qui s'est présenté.
Et donc, du coup, j'ai stoppé le cabinet puisque je payais un loyer qui ne me rapportait rien d'autre que payer un loyer. Donc, j'ai laissé tomber et je me suis uniquement mise à distance. Et c'est là où j'ai explosé mes chiffres. Parce que les gens étaient enfermés chez eux, parce qu'il y a eu une espèce d'anxiété générale qui s'est mise en place avec le Covid, et à juste titre, hein, parce qu'il suffisait d'allumer les infos pour stresser un maximum. Mhm. Et du coup, les gens se sont mis à se dire, peut-être qu'éventuellement, j'aurai quelque chose à jouer en me rapprochant de tout ce qui est médecine naturelle, parce que de toute façon, on voit bien que tout ce qui est allopathie n'a pas réponse à tout, que là, ils sont en train de s'engueuler à la télé pour de l'hydroxychloroquine ou pas, qu'est-ce qu'on fait, Mhm. voilà. Donc, il y a eu beaucoup, je pense, de remises en question, et effectivement, je sens qu'il y a eu un regain à ce moment-là de tout ce qui est médecine naturelle, et effectivement, ça fait plaisir parce que nous, on n'est pas sur le traitement aigu des choses, mais sur le traitement chronique et dans la prévention, et c'est toujours du long terme. Et du coup, j'apprécie parce que ça veut dire que les gens ont compris qu'ils devaient investir dans leur santé plutôt que tout simplement aller toquer à la porte du médecin avec une ordonnance qui est un quick fix, mais Ouais. qui n'est pas durable sur le long cours. Alors ouais, je rebondis sur ton quick fix là, tu vois, t'as vraiment mis un point important. J'ai vu que tu t'es formé un peu à l'école américaine avec la biochimie sanguine, etc. Je pense qu'on peut commencer par là. Je t'ai trouvé sur Internet via justement tout ton contenu sur le cétogène, etc. Moi, j'ai commencé par ça en Mhm. vivant à l'étranger, en Californie. J'ai découvert vraiment cette approche donc du régime cétogène. On va expliquer ce que c'est. Je pense avec tes mots, ce sera plus intéressant. Et comment t'as découvert cette alimentation et qu'est-ce qui t'a convaincu de son efficacité? Alors, le cétogène, c'est pour moi une grande histoire d'amour dans le sens où c'est l'alimentation qui m'a permis de stopper mes troubles digestifs. Quand j'étais adolescente, c'était vraiment un très très gros handicap. J'en ai beaucoup beaucoup souffert D'accord. et j'avais peu de réponses, enfin zéro même réponse de la part de la médecine conventionnelle, où c'était prenez des laxatifs, prenez ci, prenez ça, et puis débrouillez-vous avec ces solutions. Et nous, on sait pas quoi faire parce qu'on n'y comprend pas grand-chose en même temps. Donc évidemment, cette réponse ne m'a pas convaincue parce que je déteste l'idée de dépendre de médicaments pour pouvoir me sentir bien. Mais en même temps, j'avais absolument aucune connaissance à l'époque, hein. J'étais vraiment une adolescente, j'avais 15-16 ans, et je pouvais pas me défendre de moi-même en fait face à ça. Mhm. Donc je me souviens être allée voir une naturopathe collègue de ma mère qui m'a d'abord conseillé de stopper les produits laitiers et le gluten. Ce que j'ai exécuté, et déjà il y avait du mieux, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai continué à chercher par mes propres moyens, et en fait à l'époque je faisais pas mal de musculation et j'étais donc sur des forums de muscu où on Mhm. s'échange des conseils, etc., où j'ai vu passer le terme alimentation cétogène puisque très populaire pour sécher. Ouais. Et que quand t'es une fille et que t'as 16 ans, t'as envie de sécher, alors que t'as pas grand chose à sécher encore, mais Ouais. bon, c'était à la mode. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet, à acheter des bouquins. D'abord en français, parce qu'à l'époque, l'anglais, enfin, si tu veux, je faisais de l'anglais au lycée, mais pas du tout Sans plus, ouais. capable d'aller lire des bouquins Ouais. sur le cétogène en anglais. Donc j'ai commencé par les bouquins français qui sont maintenant, je vais le dire, pas terribles du tout, mais il fallait bien une porte d'entrée. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi cette alimentation où j'ai toujours exécuté l'inverse jusqu'à maintenant? Faut savoir que j'avais un léger surpoids, très léger, mais bon, voilà, Ouais. adolescente, on mange beaucoup en plus, on grandit, donc voilà, j'avais un très léger surpoids. Et j'ai donné la chance à cette alimentation, je l'ai mise en application parce que je lui faisais plus ou moins confiance en fait. Je me disais, et si c'était ça la solution, dans le sens où jusqu'à maintenant tu as appliqué des règles de base, diminuer le gras, beaucoup de fibres, etc. Ça n'a rien donné, voire même tu es en surpoids et tu as des troubles digestifs. Est-ce que la solution ce serait pas aller à contresens de tout ce que tu as appris? Donc Ouais. c'est ce que j'ai fait. Et Alors je on peut n'ai rappeler, excuse-moi encore de t'interrompre, pour ceux qui écoutent, qui connaissent peut-être pas le keto, le cétogène. Donc c'est ce focus vraiment sur peu d'hydrates de carbone, donc tout ce qui est pain, pâtes, etc. Le sucre aussi, et focus sur les aliments qui sont gras. Donc forcément, on a grandi en France dans ces années-là où on nous disait le gras c'est votre ennemi, ça va vous boucher les artères, etc. Alors que on se rend compte que si on creuse un peu, Ah ouais. euh, c'est c'est pas du tout ça. Mm. Donc
Voilà, c'est focus sur le gras, donc tout ce qui est poisson gras, tout ce qui est œuf, tout ce qui est avocat, toutes ces choses-là, et diminuer les hydrates de carbone. Voilà, je veux Oui, juste faire un rappel. bien sûr, pas de souci. Donc, je mets en application cette alimentation et là, c'est la révélation. Je n'ai plus de troubles digestifs, mais je perds aussi du tissu adipeux et je me sens tellement mieux au niveau des fonctions cognitives, du focus, du mental, etc. Je me dis, mais waouh, il y a un Ouais, truc à creuser, c'est ouais, pas ouais. possible. Donc, en fait, je suis entrée dans la nutrition par cette voie-là. D'abord pour mon propre aspect à moi, en fait, ma propre santé. Et de fil en aiguille, ben, quand tu tombes sur tout ce qui est diète cétogène, tu découvres après petit à petit d'autres choses sur la santé, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition en fait. Et après, je suis restée comme ça un moment à appliquer les choses sur moi. On me demandait de temps en temps quelques conseils dans mon entourage, mais ça m'a jamais traversé l'esprit d'en faire mon métier. Ça viendra plus tard. Et alors la suite, qu'est-ce qui a fait que, donc en continuant ce cétogène et en voyant que ça, du coup, ça avait du résultat? Ouais, ben en fait j'avais mon compagnon qui me disait parce que j'étais à une période de ma vie où je savais pas trop quoi faire comme métier, c'était un peu compliqué, j'étais assez perdue. Donc j'ai pris clairement parce que j'ai fait une licence de lettres modernes et j'ai pris une année sabbatique où j'ai travaillé pour réfléchir parce que je me voyais pas du tout continuer dans cette voie-là, mais en même temps je ne savais pas quoi faire. Et il me dit tu nous saoules tout le temps avec la nutrition, pourquoi tu fais pas nutritionniste tout simplement, c'est juste sous tes yeux et tu réfléchis pendant 30 ans là. Donc, je me suis dit oui, pourquoi pas, ok. J'avais aussi tout ce qui était psychologie qui m'intéressait beaucoup. Et puis également tout ce qui est du domaine du sport. Mais c'est vrai que la nutrition, c'était peut-être la branche où je me voyais le plus évoluer et qui finalement proposait plein de choses encore à découvrir. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai cherché sur Internet, comme tout le monde, et j'ai tapé formation nutritionniste et le premier truc qui s'est présenté, c'est BTS diététique. Donc il y avait une école à Toulouse qui s'appelle l'école Diderot et qui est une école privée hors Mhm. contrat avec l'État, pardon. D'accord. Donc j'ai fait cette école-là à Toulouse et j'ai fait mon BTS là-bas. Avant d'entamer le BTS, j'ai fait une remise à niveau de 1 an, une remise à niveau scientifique parce que j'ai un bac littéraire et qu'on m'a fait comprendre que le BTS était compliqué quand même, il y avait beaucoup de biochimie. Donc si j'avais pas les notions de base, j'allais être noyée. Donc en fait, techniquement, ça m'a fait 3 ans en tout. D'accord. Ok. Voilà. Et alors, bon, on va faire beaucoup de vulgarisation pour que, encore une fois, les gens puissent comprendre simplement les énormes bénéfices que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler du syndrome métabolique, de l'inflammation généralisée? Je pense que ça aussi, c'est un côté de la couette que dès que tu commences à tirer, il y a plein d'autres choses qui tombent. Donc, je pense que c'est pas mal de commencer par là. Alors l'inflammation, oui, c'est un très très grand sujet. L'inflammation, c'est un processus de base du système immunitaire, c'est-à-dire que c'est un processus normal et souhaitable dans le sens où c'est la première ligne de défense contre un envahisseur. Donc si par exemple on se pique dans le bras avec une épine, il va y avoir une réaction inflammatoire pour justement apporter sur place des éléments qui vont nous permettre de nous défendre s'il y a des pathogènes. Voilà, donc c'est souhaitable. Le problème, c'est l'inflammation chronique qui est souvent ce qu'on appelle une inflammation systémique de bas grade, donc généralisée dans tout le corps, c'est pas localisé, et Mhm. ça c'est généré par notre mode de vie. À la fois Voilà. notre alimentation qui n'est pas adaptée, mais également tout ce qui est hygiène de vie dans le sens mauvais sommeil, on dort pas suffisamment en profondeur, c'est pas forcément la longueur du sommeil, parce que les gens confondent souvent ça. En fait, je dors pas assez. Moi, il m'arrive parfois de dormir 6 heures, mais comme il a été profond, je me sens plus réveillée que de dormir plus longtemps, en fait. Donc, vraiment un Ouais. sommeil de qualité. Tout ce qui va être, évidemment, les choses auxquelles on va être exposé au quotidien, qui sont nocives et qui, malheureusement, ne sont pas de notre ressort. Tout ce qui va être pollution atmosphérique, tous les métaux lourds avec lesquels on peut être en contact dans diverses choses du quotidien, les pesticides, etc. Donc ça aussi, ça génère une inflammation latente, on va dire. Notre stress, énorme composante dans notre quotidien, avec nos boulots qui sont très très prenants.
je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'est pas forcément fait pour travailler autant. Plus on travaille beaucoup, plusieurs heures dans la journée, sans forcément prendre de pause, ou en tout cas le compenser suffisamment avec des méthodes de relaxation, etc. Ça aussi, ça peut entretenir une inflammation. Parce que forcément, le stress va avoir un impact sur nos hormones, en particulier le cortisol. Et comme les hormones ne fonctionnent jamais toutes seules de façon isolée, mais c'est vraiment un système très imbriqué, si le cortisol est perturbé, ça va perturber d'autres hormones comme la thyroïde, comme l'insuline, comme les hormones sexuelles. Donc, il y a forcément des réactions en cascade derrière qui se produisent. Et c'est pour ça, je pense qu'on est sur vraiment une levée depuis quelques années des troubles hormonaux, et en particulier chez les femmes. Parce que les femmes ont une physiologie qui est quand même différente des hommes, même si parfois elles ne veulent pas se l'avouer. Elles ne veulent pas l'accepter parce que ça voudrait dire remettre en question tout ce qui est égalité des sexes, etc. Mais pourtant, c'est la vérité. On a un système endocrinien qui est beaucoup plus fragile et complexe. Et donc, forcément, comme on essaie de faire comme les hommes parfois dans certains domaines, on se retrouve à avoir plus facilement de troubles hormonaux parce qu'on respecte moins notre rythme biologique à nous. L'inflammation, c'est plein de petites choses qui peuvent concourir à l'entretenir. Évidemment, la première chose à revoir, c'est l'alimentation, le microbiote, la santé intestinale, la porosité intestinale, puisque mine de rien, actuellement, on est à peu près tous concernés par cette problématique, par les médicaments que l'on peut prendre. Et là actuellement, je le sais parce que je suis en train de me prendre du Doliprane et que ça m'embête, mais je suis un petit peu obligée. Tout ce qui va être médicaments, même si on prend pas de médicaments, on est quand même exposé puisqu'il y a des résidus un petit peu partout maintenant dans notre environnement. Tout ce qui est pesticides aussi va participer à la porosité intestinale. Donc tous ces éléments-là, on peut pas vraiment y échapper, on peut les minimiser en mettant en place des choses au quotidien, mais on ne peut pas y échapper. Donc il vaut mieux s'intéresser, je pense, au fait de prendre soin de soi par d'autres choses. Et c'est là que peuvent être intéressants, par exemple, les compléments alimentaires. Ouais. Parce que, il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires si on a une bonne alimentation, machin. Je suis pas d'accord dans le sens où on est obligé de dealer maintenant avec ce qu'on a dans notre environnement. On peut pas faire autrement, on peut pas refaire la terre entièrement. Donc on est obligé de compenser avec d'autres choses et c'est ok. C'est ok, il faut qu'on s'adapte. Alors tu proposes, je voulais en parler aussi des compléments alimentaires, donc tu fais bien d'apporter le sujet. J'imagine que tu n'as pas une liste pour tout le monde qui marchera pour tout le monde, naturellement, vu que chaque personne est différente. Mais les fonds, on va dire les fondamentaux, parce que tu vois Instagram, tu vois les réseaux sociaux, tu vois plein de choses, on te dit prends du magnésium, le prends pas comme ça, tu vas mal l'adapter, il va mal s'intégrer à tes cellules, vitamine C, tous ces choses-là, à la fin, on se dit, bon, faut que je fasse un cocktail de tous les compléments du monde, je sais pas ce qui me manque, etc. Qu'est-ce que, selon toi, on manque le plus dans la population générale, qui est un peu un truc qui marche pour tout le monde, quoi? Les plus grosses carences. Alors effectivement, tu l'as dit, le magnésium. C'est Ouais. extrêmement répandu. Et on en parle tellement, en fait, que j'ai l'impression que ça a blasé les gens et qu'ils l'écoutent plus. Mais c'est vraiment véridique dans le sens où le magnésium, c'est quelque chose qui se retrouve dans nos sols et qu'on a tellement épuisé nos sols avec l'agriculture intensive qu'on a épuisé ces réserves-là. Donc, on va pas obtenir autant de magnésium qu'à une époque où on n'épuisait pas nos sols et où on n'avait pas besoin des compléments alimentaires parce que l'alimentation suffisait. À l'heure actuelle, avec l'agriculture qu'on a, ce n'est plus possible. Donc, effectivement, le magnésium, c'est un incontournable chez qui ça va passer pour tout le monde parce que clairement tout le monde est déficient et de toute façon, c'est pas quelque chose qui va, si tu veux, aller en surdosage. Donc, on ne prend pas de risque à se supplémenter en magnésium. Ça, c'est clair. En termes de forme, bisglycinate, glycinate, on peut avoir le thréonate si on cherche d'autres petites choses au niveau cognitif, mais globalement, pour la plupart des gens, ce qu'on retient, c'est glycinate ou bisglycinate, en gros. Et en termes d'apport, là, ça va dépendre des personnes. Pour celles qui sont très stressées, qui ont un boulot très prenant, qui dorment très mal, qui ont une mauvaise digestion, qui sont beaucoup à travailler devant les écrans, tout ce qui va être une forme de stress en fait au quotidien, ces personnes-là auront la nécessité de taper plus fort dans le magnésium, puisque c'est un minéral qui s'épuise très facilement avec le stress. Donc à ce moment-là, ce que je conseille, c'est de partir sur un magnésium au moins dosé par jour à 300, voire 400 mg par jour. D'accord. En plus de l'alimentation. Et quand vous choisissez votre complément alimentaire, que vous regardez derrière l'étiquetage, il faut veiller à ce qui est marqué magnésium élémentaire et pas juste magnésium, puisque s'il est chélaté à quelque chose,
ce qu'on va noter, c'est magnésium tout court, mais ça ne nous dit pas combien il y a réellement de magnésium élémentaire. Donc, c'est ça qui nous intéresse derrière sur l'étiquetage. Après, vitamine C, un petit peu moins dans le sens où pour certaines personnes, en fait, je vais rester prudente parce que chez certaines personnes, ça peut poser souci, la vitamine C, dans le sens où il y a des formes qui sont plus problématiques que d'autres. Par exemple, si quelqu'un a un problème gastrique, voire un ulcère, ce genre de choses, on va éviter de lui mettre de la vitamine C, notamment en poudre, s'il a des troubles digestifs, voilà. Donc là, je suis un petit peu plus prudente avec cette recommandation, mais effectivement, c'est une vitamine qui, sur quelqu'un qui n'a pas de problème digestif ou quoi que ce soit, n'a pas vraiment de risque à prendre de la vitamine C, à ce moment-là, oui, on peut totalement se supplémenter. En termes de quantité, ça va aussi pas mal dépendre de la personne et de son niveau de stress, parce que c'est également une vitamine qui s'épuise très facilement avec le stress oxydatif. Donc là, on peut partir assez facilement, je pense, entre 200 et 500 mg par jour. Il y a même des personnes qui peuvent aller bien au-delà. Mais par contre, quand on va au-delà, je pense qu'il est nécessaire de mettre d'autres choses à côté, puisque dans la micronutrition, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a jamais un seul élément qui fonctionne tout seul dans son coin. C'est comme les hormones, hein. Tout fonctionne en synergie, donc à partir du moment où on part sur des gros dosages, il vaut mieux faire attention, se faire suivre, et mettre d'autres choses en corrélation à côté. Qu'est-ce que tu penses, j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Alors, je ne le pratique jamais avec mes patients. Et je ne le pratique jamais moi-même, et en particulier, pourquoi je le pratique pas avec mes patients? Parce que la majorité de ma patientèle, ce sont des femmes, et que les femmes font déjà du jeûne intermittent quand elles m'approchent, et que souvent elles ont des niveaux de stress beaucoup trop importants, et en fait elles se butent clairement à faire du jeûne intermittent parce qu'elles l'ont entendu sur les réseaux sociaux, que la dernière influenceuse en parle comme si c'était le truc miracle pour perdre du poids, et que j'en suis beaucoup, alors je sais que c'est très attaché au cétogène, mais j'en suis beaucoup revenue parce que je me rends compte que sur les hormones, ça peut être vraiment catastrophique. Donc sur la physiologie féminine en particulier, il faut faire très attention. Et en particulier, le problème avec le jeûne intermittent, c'est que souvent il est recommandé de sauter le petit déjeuner. Or, chez la plupart des gens, c'est le repas où j'insiste le plus, où je suis le plus embêtante. Toujours je remets un petit déjeuner s'il n'y est pas, et toujours il y a des améliorations derrière. Pour que on restabilise les hormones, on restabilise les neurotransmetteurs. Donc derrière, tu vas avoir des répercussions sur l'humeur, la cognition, le sommeil aussi, souvent il y a une amélioration, la digestion, etc. Donc avec le petit déjeuner, je suis très embêtante, et je trouve que ce n'est pas le jeûne intermittent n'est pas du tout adapté, en fait, malheureusement, à notre mode de vie actuel. Je pense qu'à une époque où il y avait beaucoup moins de stress, ou même à des périodes de famine, de chasseurs-cueilleurs, à ces périodes-là où ils avaient pas le mode de vie qu'on a actuellement, c'était bénéfique, c'était même obligé parce qu'il y avait des périodes où on pouvait pas faire autrement. À l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup moins adapté pour notre physiologie, il faut faire attention avec le jeûne intermittent. Pour les hommes, c'est un petit peu plus différent. Moi, je parle beaucoup de ma patientèle parce que ce sont des femmes, et pour le coup, je sais que j'en récupère dans un état assez catastrophique parce qu'elles ont tenté le jeûne intermittent. Alors moi, c'est une pratique que je fais beaucoup. Je fais beaucoup de jeûne intermittent, mais j'en suis revenu aussi parce que, écoute, j'ai eu à peu près le même type d'expérience. Vers 2013-2014, j'ai pris à peu près tout et n'importe quoi. Je multipliais keto et puis jeûne intermittent. Je faisais des jeûnes, souvent protocole de jeûne de 30 heures, 72 heures, etc. Je l'ai jamais fait pour maigrir. C'était plus, ça par contre, je l'avais bien défini dès le début. C'était vraiment très important pour moi de minimiser l'inflammation, minimiser les risques de cancer ou de maladies chroniques, etc. Quand je t'ai contacté en premier, je t'ai parlé des travaux du docteur Peter Attia, qui est américain, et surtout celui de Dom D'Agostino, qui est aussi un médecin américain, qui eux, depuis un peu plus longtemps que nous, ont compris la diminution drastique de l'inflammation qui était liée à tous ces protocoles de jeûne. Mais comme tu le dis, ça a une incidence énorme sur ton énergie, tes hormones aussi, testostérone, etc. Ça peut être très problématique. J'ai eu des comme des murs de marathon quand je faisais des jeûnes où j'arrivais plus au niveau cognitif, au niveau physique. Je me demandais si c'était bon pour moi.
Et j'en suis revenu. Maintenant, je l'inclus quand même. Je fais beaucoup de jeûnes, mais ça reste des 24 heures, etc. Plus pour la longévité. Ça a quand même des avantages. Mais c'est ça, mais en fait, il faut personnaliser. Et le problème des réseaux sociaux, C'est c'est ça. que très clairement, moi, mes patientes, elles me disent, j'ai vu ma chaîne le faire sur Instagram, du coup, j'ai tenté, voilà. Il n'y a aucune personnalisation. Donc, c'est là le problème et c'est là où il faut pas prendre je parle en particulier de mes patientes, si je peux faire un rappel, je me le permets, de Bien pas sûr. prendre ces infos sur les réseaux sociaux ni sur Doctissimo parce que j'en ai des fois qui m'envoient des liens. Bon, Ouais. ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Ces conseils-là, ils sont très, très généralistes et ils ne s'appliquent pas à tout le monde. Et donc, effectivement, tu peux avoir des effets bénéfiques, c'est une chose qui est documentée de toute façon, mais il faut voir sur qui c'est appliqué, sur une personne qui métaboliquement est saine, métaboliquement est flexible, et qui par exemple pratique le cétogène depuis des années et le fait correctement, puisque tu as aussi des cétogènes qui sont très très mal pratiqués. Ok, là, de toute façon, ça va se faire naturellement, puisque la cétose que tu pratiques depuis super longtemps, de toute façon, elle a habitué ton organisme plus ou moins à faire des jeûnes facilement. Mais les gens ne connaissent pas cette préparation-là, métabolique. Donc, ils se lancent dans le jeûne souvent après avoir mangé un plat de pâtes la veille, par exemple. Ça marche pas. Ouais, Ça ouais. marche pas du La, tout. la descente alimentaire, toutes ces choses-là, c'est C'est ça. capital. Ouais. Exactement. Et pour le coup, le profil typique de ma patiente qui va tenter le jeûne intermittent, c'est la nana qui la veille a mangé une feuille de salade avec 2 tomates cerises et qui s'est dit, demain je vais pas manger. Ou alors elle a mangé un millefeuille pour se faire plaisir. Et du coup, elle essaie de se punir le lendemain en se disant qu'elle ne mangera pas du tout. Donc là, on rentre déjà dans des troubles du comportement alimentaire, dans un cercle de punition, et dans un cercle qui ne va pas du tout entraîner le métabolisme à brûler efficacement ce qu'on lui donne et qui va plutôt le stocker dès que l'occasion se présente. Donc en fait, il n'y a pas d'éducation de l'organisme à correctement fonctionner. C'est pour ça que si on se fait pas suivre, oui, ça mène à ce genre de situation et après on a l'impression que ça fonctionne pas sur soi, qu'on est nul, que voilà. Or c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça l'organisme. Le jeûne, j'y suis passé aussi et j'en profite pour faire un petit lien avec le diabète. J'ai grandi, moi, dans une famille franco-algérienne, donc du côté algérien, au niveau des pâtisseries, tu te doutes Ouais. que c'était notre domaine. Et j'ai malheureusement plusieurs membres de ma famille qui souffrent de diabète. Et j'avais toujours ce truc qui me dérangeait, c'était, maintenant je m'en rends compte, c'était qu'avant, le diabète leur tombait dessus comme si c'était Pas de un chance. orage, quoi. Ouais, ouais. C'est comme ça vient du ciel, entre guillemets, voilà. Et quand j'ai compris d'où ça venait, et surtout, je parle du type 2, surtout le- le- la possibilité de levier énorme que tu as, toi, chaque jour, sur ton insulinorésistance, parce que c'est de ça qu'on parle, je me suis vraiment mis à pester un peu contre bah, toutes les idées reçues qu'on a tous, de se dire, bah ouais, je suis malade, ben voilà, c'est ci, c'est ça. Est-ce que tu le ressens ça, toi aussi, avec tes patients? Oui, et j'en parle beaucoup avec des confrères pour qu'on se soutienne parce que parfois c'est difficile. C'est dur, hein, ouais, Ouais, de pas non, alors s'énerver. ouais, clairement. Je vais dire un truc aussi qui va peut-être pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais c'est mon avis, mais on est dans un pays très clairement où parfois on se dit les gens sont assistés. Je pense Ouais, qu'il y a beaucoup à voir avec la Sécu. Alors la Sécu c'est bien dans le sens où tout le monde peut finalement être pris en charge médicalement et c'est un droit et c'est très bien comme ça. Et pour ce côté-là, je suis d'accord. Par contre, je trouve que ça a laissé les gens trop dans l'attente d'être soigné sans prendre les devants en fait. Et donc effectivement, quand tu as une maladie chronique qui te tombe dessus comme ça, comme le diabète de type 2, qui est, il faut le dire, une maladie dont tu es entièrement responsable. C'est voilà, c'est bon, il la messe est faut être dite. honnête. Voilà, ben ça plaît pas du tout, et les gens préfèrent effectivement aller chez leur diabétologue et avoir la prescription de metformine tous les mois, plutôt que de se dire est-ce que ce serait peut-être pas à moi de revoir comment je mange, comment je dors, parce que le diabète c'est aussi beaucoup de ça, du rythme circadien. Est-ce que mon hygiène de vie n'est pas finalement totalement responsable, et est-ce que du coup ce n'est pas moi le responsable? Ou en tout cas, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour minimiser un maximum? Et ça se voit beaucoup en consultation. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'approchent
encore une fois pour le quick fix, dans le sens, est-ce que vous n'avez pas un complément pour ci, pour ça? Et puis quand tu leur dis qu'il faudrait peut-être revoir l'alimentation, ouais, enfin, bon, en gros, ça m'emmerde, j'ai pas envie, puis c'est pas ça de toute façon, moi j'ai pas de chance parce que dans ma famille, il y a beaucoup de diabète, c'est comme ça. Bon, voilà, celle-là, je l'entends très très souvent. Et donc, je demande à des confrères s'ils l'entendent aussi pour savoir si c'est que moi ou si c'est Ah une non, tendance française, et c'est une tendance française. c'est un peu du gâchis de voir ça parce que bon, moi j'ai eu quelques discussions un peu tempérées Mm. avec ces membres de ma famille parce que le diabète c'est quand même pas rien et se dire qu'on a autant d'impact si on change tout aujourd'hui et voilà la volonté de se dire ouais mais bon j'ai l'impression que c'est est-ce que tu as aussi cette impression que les gens prennent des décisions futiles avec leur santé et des décisions importantes avec le futile? Oui, oui. Je me suis déjà demandé si quelqu'un, tu vois, parce que bon, mes accompagnements ont un certain coût. Je suis à 750 € pour 6 mois. Donc, j'en suis consciente, c'est un investissement à la fois financier et personnel. Et j'ai toujours eu la sensation que quelqu'un serait prêt à payer la pilule magique 750 €, mais pas le suivi 750 € 6 mois. Et ça me dérange profondément, puisque ça veut dire que ils préfèrent cette pilule magique plutôt que de se dire je vais investir sur moi, je vais demander à ce professionnel de m'aider parce que le but c'est qu'à terme, en fait, au bout de ces 6 mois, moi je suis totalement indépendant, elle m'a tout appris pour que j'ai un mode de vie sain et que je n'ai plus besoin d'elle et que tout aille mieux derrière et que j'ai les clés pour réussir. Ça me dérange profondément et je sais que c'est très très courant. Et il y a aussi un article sur mon site qui parle du lien entre microbiote intestinal et la maladie d'Hashimoto. Je te dis pas le nombre de mails que je reçois relatifs à Ouais. cet article de personnes qui, alors déjà, ni bonjour ni merde, hein, très souvent, voilà, c'est des petits messages comme ça envoyés avec une phrase où tu leur dois tout limite, Les et qui te classiques. demandent, voilà, et qui te demandent quel probiotique conseillez-vous pour la maladie d'Hashimoto? Aucun. Ok. Aucun, parce que le microbiote, ça se pose avec la nutrition et l'hygiène de vie, pas avec des probiotiques. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que la maladie d'Hashimoto? La maladie d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune de la glande thyroïdienne où on va avoir une attaque du système immunitaire contre la glande et qui, à force, va générer une hypothyroïdie. Ok. Mais l'origine est auto-immune, donc c'est le système immunitaire et c'est pas la glande qui Donc, dysfonctionne. Elle va faire aucun ça. probiotique pour traiter Alors ça. ça peut être intéressant à certains moments du protocole ou à certaines périodes de la vie. Je dis pas que les probiotiques sont tous inutiles, mais par contre, si tu t'intéresses aux petits compléments, mais que les Ouais. fondations ne sont pas du tout, et c'est tout le temps comme ça. Là, je parle d'Hashimoto, mais pour n'importe quel problème de santé, on me pose toujours les mêmes questions. C'est Beaucoup systématique. de gens comme ça, ok. Qu'est-ce que tu as appris lors de ta formation sur la prévention, les thérapies complémentaires, sur tout ce qui est niveau affection chronique et dégénérative? Est-ce que tu en as tiré une liste de comportements simples à adopter? Alors cette formation-là, pour le coup, l'exception à la règle, c'est qu'elle était française et elle était en présentiel. Je l'ai faite donc à cheval 2022-2023, c'était à Marseille, plutôt vers Aubagne. Mhm. Et donc c'était une formation en présentiel de, si je me souviens bien, sur 5 week-ends répartis sur 6 mois. Et dans cette formation-là, en fait, l'objectif, c'était de réunir des praticiens de partout en France. Alors, ils étaient essentiellement autour de Marseille, puisque ça faisait quand même une sacrée trotte à chaque fois. Mhm. Et donc, il y avait de tout. Il y avait des naturopathes, il y avait des médecins aussi. On avait pas mal de Suisses aussi, parce que les Suisses sont beaucoup plus impliqués dans la santé fonctionnelle que les médecins C'est vrai. français. Euh, donc on était voilà un petit bouillon comme ça de professionnels. On devait être une cinquantaine, soixantaine, je pense. Et en fait, cette formation, ils la faisaient chaque année. Et là, c'était la dernière. Donc j'ai chopé le wagon au dernier moment. D'accord. Et au niveau des intervenants, en fait, ils étaient deux. Il y avait un médecin anciennement psychiatre et une femme qui n'était pas du tout du domaine de la santé, mais qui avait eu un cancer et qui venait donc témoigner de son parcours. Donc on a parlé, la formation était très axée autour du cancer, mais on n'a pas parlé que de ça. Leur objectif, c'était de nous transmettre ce qu'ils ont appris de leur expérience, puisque donc Thierry, l'intervenant, médecin psychiatre, avait suivi Nadine, non médecin, mais qui intervenait pour son cancer, dans tout son processus de guérison, et ils nous ont fait part de ce qui s'était passé en fait. Donc elle avait eu un cancer
récidivant. Elle en avait déjà eu un qui avait été traité de façon classique, radiothérapie, etc. Et quand elle a eu ses rechutes, en fait, elle a décidé de comprendre pourquoi elle rechutait. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à tout ce qui est cause profonde des maladies, en particulier du cancer. Et elle a été suivie en fait par Ouda Clark, qui était à l'époque encore vivante et qui avait sa clinique au Mexique, il me semble, à Mexico. Donc ils sont partis au Mexique pour la faire suivre. Elle y est restée, je crois, 6 ou 8 semaines. Donc c'était intense parce que tous les jours, elle avait vraiment beaucoup de soins en fait. Et dans cette clinique, en fait, Ouda Clark, elle traitait les gens atteints de cancer, parfois jusqu'au stade terminal. Wow. Parfois, ça suffisait, parfois, ça ne suffisait pas, malheureusement. Dans le cadre de Nadine, ça a suffi, elle lui a sauvé la vie. Le traitement, en fait, il est basé sur les antiparasitaires. Parce que Ouda Clark défendait maintenant, voilà, elle n'est plus de ce monde, mais défendait à l'époque le fait que beaucoup des cancers sont liés à des parasites, à des infestations parasitaires. Et que donc, quand tu traites les cancers de façon antiparasitaire, souvent tu as de très nettes améliorations. Donc elle a été suivie par rapport à ça. Elle a eu un lourd protocole, c'était beaucoup de choses à faire tous les jours, c'était très intense. Et elle a eu clairement, elle dit que Ouda Clark lui a sauvé la vie parce que tout ce qui était chimio et radio, etc., ne suffisait pas, voire même l'aurait épuisé à force. Donc elle a eu les deux en fait, l'allopathie et plus tout ce qui est naturopathie. Et c'est comme ça qu'elle s'en est sortie. Et en fait, Thierry l'a suivie en tant que son médecin de référence en France, on va dire, médecin psychiatre, et il l'a suivie avec la biorésonance. Donc ça, c'est quelque chose aussi de particulier qui est un sujet vraiment à part. La biorésonance, en fait, tu vas venir questionner l'organisme à un instant T sur les informations qu'il peut te donner. Ça, c'est vraiment une médecine qui est très en essor actuellement aux États-Unis. Ici, quand tu dis que tu fais de la biorésonance, t'es un taré, faut le dire clairement. On va te cataloguer de charlatan, de tout ce que tu veux. Ça commence souvent comme ça, ouais. Voilà, quand ça commence comme ça, c'est que c'est bon signe en général, c'est ce qu'il faut se dire. Il y en a quand même des praticiens en biorésonance en France, mais c'est vrai qu'ils le crient pas sur tous les toits parce qu'on est très raillé. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas de machine, donc je peux pas me permettre de parler de ça, mais je sais que quand je vois sur des groupes, c'est très très courant, des groupes Facebook. Et donc la biorésonance, l'objectif, c'est de venir poser une question par fréquence en fait électromagnétique à ton corps à l'instant T, qui va te donner en réponse ce qui se passe un petit peu. C'est comme une photographie de ton corps à un instant T. Donc tu vas savoir éventuellement quelles infections chroniques sont en jeu. Est-ce que c'est plutôt viral, bactérien, parasitaire? Est-ce qu'il y a des métaux lourds qui résonnent, etc. Donc tu vas voir un petit peu ce qui se passe et en fonction, tu adaptes totalement le traitement derrière. Tu peux aussi tester certains compléments alimentaires pour voir si certains sont pertinents plus que d'autres. Parfois, tu peux être surpris dans le sens où tu pensais donner un truc à un patient et puis en fait, la machine te dit non, c'est pas tant celui-là qu'il faudrait donner, mais plus celui-là. Donc, on est vraiment sur une médecine énergétique de pointe en fait. Et alors moi, je suis totalement pour cette médecine-là. Par contre, il faut que ce soit un praticien qui soit suffisamment bien formé, qui comprenne bien les rudiments derrière, parce que c'est assez complexe à interpréter au niveau des résultats. Mais tu peux vraiment faire des choses excellentes. Et pour le coup, la maladie de Lyme, il y a beaucoup de personnes qui ont vu une nette amélioration de leur prise en charge grâce à la biorésonance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose un intérêt majeur à se pencher sur tout ça. Donc voilà, c'était essentiellement ça dont on a parlé au cours de cette formation. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas appliquer du coup parce que je n'ai pas de machine de biorésonance, mais en tout cas dans les principes, il y a plein de choses à retenir parce que en fait tout ce qui est biorésonance rejoint tout ce qui est électromagnétique, champ électromagnétique. Donc mine de rien, on a ceux qui sont factices autour de nous qui impactent notre santé, la Wi-Fi par exemple, qui est la plus délétère, ou la téléphonie mobile. Mais tu as également des champs électromagnétiques qui nous sont bénéfiques. Et donc là, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais le grounding, c'est exactement ça, le fait de se reconnecter à la terre, de marcher pieds nus sur la terre, sur des sols qui sont directement imprégnés de ce champ ce champ bénéfique qui va être plutôt anti-inflammatoire. Ça fait aussi partie de tout ce qui est médecine bioénergétique. Ça, j'ai un petit peu creusé sur le grounding parce qu'au début, comme d'habitude, on a toujours le réflexe un petit peu français, malgré nous, de dire qu'est-ce que c'est que ces mecs qui vont marcher pieds nus le dimanche. Et puis en fait, ça a
comme d'habitude, quand tu creuses, ça commence à avoir un peu plus de sens et on essaye et on se dit, est-ce que c'est un effet placebo? Mais là, je me sens un peu mieux et tout. Ouais, non, je pense que que c'est un très bon moyen. Pour revenir, euh, pour revenir au cancer, je l'ai affronté personnellement à travers celui de mon père, malheureusement. Et c'est vrai que, ce que tu disais tout à l'heure, le réflexe français, européen, occidental, je pense, c'est tout de suite le protocole de soins. Bon, bah, ok, détection de la tumeur, stage 1, 2, 3, 4. Bah, allez, c'est parti. Chimiothérapie, radiothérapie, et puis on croise les doigts et on fonce. Moi, vu que ça a un peu percuté, mais le peu de connaissances que j'avais, vu que j'étais un petit peu dans toutes ces choses-là, j'ai essayé de complémenter ça justement avec des approches beaucoup, essayer d'en réduire l'inflammation, essayer de réduire le sucre, toutes ces choses-là que tu essayes de faire peser dans la balance. Je pense que les gens ont besoin de savoir vraiment ce que c'est que le cancer et à quel point c'est quand même dû aussi à nos habitudes. Je sais pas ce que tu en Mm. penses. Oui. Il y a énormément de cancers qui pourraient être évités dans le sens où ils sont dus à notre mode de vie. Après, tu as certaines spécificités intrafamiliales, on va dire, mais la grande majorité des cancers, c'est des cancers qui pourraient être évités, clairement. Donc, le cancer, comment on peut le schématiser, je trouve, de façon la plus simple possible, c'est des cellules qui se mettent à déconner, tout simplement, Mm. qui se mettent à fermenter, pour parler un petit peu, voilà, de façon schématique, hein, parce que voilà, Mm. c'est des processus métaboliques, mais c'est une maladie métabolique. Et donc, le métabolisme, on a totalement prise dessus. Et on peut totalement agir dessus. C'est à partir du moment où on sait qu'on sort d'une famille où il y a une tendance au cancer, ça ne veut pas dire qu'on va finir avec un cancer, ça veut dire qu'il faut prendre les rênes de tout ça et faire d'autant plus attention à comment on s'alimente, à quoi on est exposé dans notre environnement, etc. Donc, autant se faire suivre et prévenir les choses plutôt que d'attendre que le cancer se déclare. Ça, c'est super important. Ouais. Alors, tu parles de prendre les rênes. Je pense qu'on peut parler maintenant de ta plateforme de santé qui s'appelle atavie.fr. Explique-nous un peu la création, l'idée et les objectifs derrière. Alors, à ta vie, c'est une idée qui a émergé dans mon esprit depuis très longtemps, je dirais au moins 3-4 ans. C'était au départ la volonté de créer un espace ouvert à tout le monde, dans le sens autant les particuliers que les professionnels. Et en fait, ça vient essentiellement de mes consultations, dans le sens où je me rendais compte que je disais toujours les mêmes choses à tout le monde, peu importe le problème de santé, les symptômes, etc. Je me retrouvais toujours à expliquer que la nutrition, c'est la base, que le sommeil, le rythme circadien, le stress, etc., c'est la base, et que si tout le monde se mettait un petit peu plus à étudier ça, en tout cas si on leur renseignait plus facilement, si on leur rendait accessible ce genre d'infos, il y aurait moins de problèmes de santé. Donc, voilà, dans mes consultations, je me disais, bon, c'est bien, toi tu gagnes ta vie comme ça en répétant toujours les mêmes choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de diffuser davantage ces informations à un plus large public pour des gens qui peut-être n'osent pas forcément sauter le pas de consulter quelqu'un ou n'ont pas pensé qu'ils en auraient besoin, mais du coup, voilà, avec Atavi, leur proposer ce service. Donc, c'est né de ça. Et du coup, ben, c'était une belle idée, mais il fallait la mettre en application, et ça, c'est autre chose, parce que c'est un gros projet de mise en fonction, on va dire. C'est un gros site internet avec pas mal de fonctionnalités. Tu as des webinaires, tu as des articles, tu as un podcast, etc. Donc, des formats variés, en fait. Et pour le coup, par exemple, les webinaires, ça a été quelque chose où on s'est longtemps posé la question de comment le mettre en place, parce que c'est un format particulier où il a fallu faire du développement du code, etc., insérer des plugins et certaines plateformes, donc c'est un petit peu plus complexe. Ça nous a pris du temps et de la réflexion. Pendant 1 an, on a fait des réunions quasiment une fois par semaine, tous ensemble, entre le web designer et le développeur, pour pouvoir faire au mieux tout ça et articuler nos compétences. Moi, j'ai pas trop travaillé à ce moment-là, puisque moi, mon travail, c'est de fournir le contenu, donc c'était pas encore trop mon moment d'entrer en scène. Mine de rien, j'avais commencé à préparer des choses de mon côté, parce que le but, c'était de les mettre sur la plateforme, Mhm. d'en mettre un maximum au moment où elles sortiraient. Donc, on a fait ça pendant 1 an, et après, Atavi est sorti en novembre 2022. Donc, c'est un fonctionnement par abonnement. Tu as un abonnement mensuel
semestriel et annuel. Évidemment, plus tu prends longtemps, plus le prix est dégressif. Et dessus, tu as accès à de l'information diverses. En fait, je voulais que ça puisse parler à tout le monde et que ça touche tout le monde. Donc, je ne parle pas que d'une maladie. J'essaie de parler de toutes les maladies, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, j'essaie de rappeler les causes profondes des maladies en rappelant que même si on a mis un label à une personne de tu as Hashimoto, tu as ci, tu as ça, la première des choses à regarder, c'est les fondations de ta santé, en fait. Donc, j'essaie souvent de rappeler ça. Et après, il y a certains formats qui se prêtent à des sujets plus que d'autres. Par exemple, les webinaires, c'est un format où j'aime vraiment prendre une question précise et la traiter en profondeur, que je sois seule ou avec un intervenant. En général, ça dure entre 45 minutes et 1 heure pour le webinaire. Je veux pas que ce soit des formats trop longs non plus parce que les gens décrochent très clairement au bout d'un moment, donc je voulais que ça reste quand même dynamique. Le podcast aussi se prête aussi à des questions très précises. Et par contre, dans les articles, on va aller plus décortiquer la littérature scientifique ou expliquer des notions. Après, tu as aussi des documents à télécharger. Donc, il y a 2 types de documents. Tu as des protocoles et tu as ce que j'appelle des petites fiches qui sont donc plus petites, littéralement, et où là, tu vas avoir des informations plus concises, des trucs un petit peu plus rapides à consommer, on va dire. Et les protocoles, c'est vraiment un petit peu plus détaillé sur, par exemple, là j'en ai sorti un récemment sur l'endométriose, donc tu as, je crois, 5 ou 6 pages de détails sur quoi faire pour l'endométriose, à la fois nutrition, etc. Donc il y a tout ça à télécharger sur Atavi. Il y a également un forum qui était très important pour moi parce que je sais que les gens ont besoin d'un espace de conseils où ils peuvent poser leurs questions et se sentir en sécurité de les poser, ne pas avoir honte, parce que des fois il y a des questions un petit peu touchy qu'on n'ose pas forcément demander sur les réseaux sociaux, etc. Et je peux le comprendre. Sur Atavi, je voulais montrer que c'est safe, qu'ils ont la possibilité d'avoir cet espace-là avec nous. Également, il y a donc leur espace abonné, où ils ont la possibilité de mettre le contenu qu'ils ont aimé en favori. Donc en fait, il y a un tout petit cœur au niveau de chaque contenu. Dès qu'ils cliquent dessus, ça se met automatiquement sur leur espace abonné. Et donc, en fonction de ce qu'ils ont ou des sujets qui les intéressent, ils peuvent mettre ça en favori et ils peuvent personnaliser, le retrouver plus facilement sur leur espace abonné. Il y a ça également sur leur espace abonné, ils ont la possibilité de nous envoyer un message, de nous contacter directement s'ils veulent peut-être pas forcément tout de suite mettre un truc sur le forum et l'exposer à la vue de tout le monde. Ils peuvent nous demander aussi d'aborder un certain sujet, nous suggérer un sujet, ça c'est totalement possible et c'est encouragé bien entendu puisque le but c'est que l'abonné fasse vivre aussi la plateforme en fonction de ses attentes. Donc voilà, c'est assez. Je voulais que ce soit interactif et vraiment que la personne, quand elle arrive sur Atavi, elle ressente cette sensation de communauté et de safe place, tu vois. Ouais, je vois. Bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai visité ton site. Bon, il y a une question aussi qui est un peu stupide et qui me brûle les lèvres, c'est la vidéo que t'as fait. Est-ce que t'es vraiment dans cette superbe montagne là que je connais pas, ou alors c'est un montage? Non, on y est allé. On y est allé. Pour les ignorants comme moi, c'est où? Alors, on est allé au lac d'Eau, qui est dans les Pyrénées. Superbe, quel beau pays. On s'est levé tôt, très tôt, puisque on a dû faire un petit peu de route, je crois que c'est 1 heure et demie, il me semble, pour aller de Toulouse à là-bas. Donc, on s'était levé, je crois, à un tour de 4h30, 5h. Il y avait donc Thibaut avec moi, mon compagnon, qui est vidéaste, donc j'ai beaucoup de chance. Le secret. Voilà, c'est mon gros secret, c'est ma touche personnelle cachée. Donc Thibaut qui est vidéaste, et on avait aussi pris avec nous son stagiaire de l'époque, qui donc faisait son stage par rapport à la vidéo, et qui nous a permis de tenir le matériel, qui est 2 caméras. Enfin voilà, c'était vraiment un sacré plus qu'on l'a avec nous. On est parti là-bas, il faisait super froid. Puisque ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait de la neige un petit peu, mais pas trop non plus, pour que ce soit pas, ça donne pas une impression d'un Atavi froid et polaire, tu vois. Mais voilà, on voulait garder cet esprit un petit peu. Et surtout, on y était allé aussi en repérage quelques semaines avant, où il y avait beaucoup plus de neige, donc on a souhaité attendre un petit peu. On y est retourné et on voulait cette grosse prise de vue du lac, qui est donc tout en haut. En fait, il y a une ascension à faire avant d'atteindre le lac. Donc on a fait de la marche, à peu près une petite heure de marche avant d'atteindre le lac.
Je me suis maquillée dans la voiture, je me suis coiffée dans la voiture. Enfin voilà, c'est les niveaux Le coulisses. making of. C'est voilà, c'était un peu, on s'est débrouillé comme on pouvait. J'avais pas de maquilleuse avec moi, je me suis débrouillée. Et du coup, j'avais appris mon texte par cœur que j'avais écrit. Et comme j'avais super froid, j'avais tendance à oublier certains mots parfois. Mais bon, au montage, on a retravaillé tout ça. J'ai refait ma voix off par-dessus. On a essayé de coller le plus au mouvement de mes lèvres. Donc, c'était quand même, mine de rien, les gens se rendent pas compte, mais c'était très compliqué à faire comme vidéo. Et du coup, on a tourné ça, voilà, dans la matinée, une matinée au lac d'eau, et c'était très très beau parce qu'on voulait choper en fait le lever de soleil sur le lac. Ouais, il y a un côté waouh quand on arrive sur ton site, on voit tout de suite que c'est du sérieux et je pense que ça y joue beaucoup. Donc bravo à toi et à Thibaut pour. Thibaut essentiellement qui a fait le montage derrière, qui a utilisé son drone aussi pour la. Ouais, le drone, ouais. Superbes images, vraiment. Ça donne une belle image de, je sais pas, moi, ça m'a envoyé des ondes de clarté, de fraîcheur et tout. Donc, très bon. C'était l'objectif, ça très va, bon ça marketing. fonctionne. Ton site est vraiment très bien fait parce que il reste quand même facile d'accès. C'est des sujets qui sont en France quand même relativement récents. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça a mis du temps quand même à arriver, etc. Et avoir une plateforme qui rassemble, comme tu l'as dit, toutes ces informations-là, podcasts, contenu et autres, c'est vraiment ce qui m'a poussé à te contacter, à pousser la porte. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir dit oui, parce que c'est vraiment très important d'avancer en communauté. Surtout aujourd'hui. Avant c'était plus des autorités académiques ou autres. Et le monde a vraiment changé. Donc, beau projet. Et qu'est-ce que, quand tu me parles alors tout ce contenu, il est gratuit. Il y a du contenu gratuit et tu peux donc t'abonner. Mais tu proposes, toi aussi, une approche totale. Tu m'as dit, hein, il y a un de tes tarifs de session qui est à 750 euros. Est-ce que tu pourrais le développer un petit peu? Parce que quand tu m'en as parlé, j'avais envie de le faire. Donc, je pense que ça peut plaire à des gens. Ça, c'est le suivi avec moi, en fait. Le suivi à 750 euros pour 6 mois, il est avec moi. À ta vie, c'est autre chose, c'est sous forme d'abonnement. Je pensais que tu le proposais aussi sur Atavi. Non. À ta vie, c'est vraiment pas un service de coaching où je suis la personne et pas du tout. C'est vraiment, l'objectif, c'est que la personne arrive sur la plateforme et se forme par elle-même à la santé fonctionnelle à travers les cours, parce qu'il y a les cours aussi, j'ai oublié. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là pour qu'elle se forme elle-même. Donc, j'essaie, en fait, de m'enlever du travail de le mettre sur Atavi pour les plus téméraires. En fait, il y a Atavi pour ceux qui vraiment ne se sentent pas du tout de s'en sortir tout seul. Il y a le suivi avec moi, mais évidemment c'est plus cher parce que je suis impliqué dans tout ce processus et pendant 6 mois je ne te lâche pas en fait. Donc c'est un travail qui est totalement différent. Après je reste ultra disponible pour Atavi pour répondre aux questions, etc. Mais on n'est pas sur un suivi. Je précise aussi une chose sur Atavi, la possibilité de gagner une consultation une fois par mois. Il y a un tirage au sort qui est possible, tu peux participer, tu es libre de le faire, t'es pas obligé. Mais pour les personnes qui le souhaitent, c'est totalement possible. Et donc chaque mois, il y a un tirage au sort pour gagner une consultation, mais ce n'est pas un suivi, c'est une consultation ponctuelle. Ok, très bien. Après, effectivement, tu as le suivi avec moi, donc ça, c'est autre chose. C'est vraiment sur mon site internet que tu trouves ça. Et pendant 6 mois, peu importe ton problème de santé, je te suis. Et effectivement, le tarif est de 750 euros, qui comprend tout, en fait. C'est-à-dire, parce que j'ai eu la réflexion il y a pas longtemps, donc je me permets de faire la précision. Les gens me disent, ouais, 750 euros divisé par 4 consultations, ça fait plus de 180 euros la consultation. Il faut pas compter comme ça. C'est pas comme ça qu'on travaille, en fait. C'est pendant 6 mois, je vous suis. Donc, c'est 6 mois de travail, 750 euros. En fait, c'est pas si cher payé que ça, quand tu sais le travail qu'il y a derrière. Mais les gens ont cette manie de juste diviser par le nombre de consultations. C'est affreux quand t'entends ça, ça fait mal, quoi. Parce que ça réduit tellement ton travail à si peu. T'es pas payé à l'heure, quoi. T'es payé au résultat, toute la connaissance que tu appliques, etc., etc. C'est ça. Mais c'est très français, encore une fois, de voir les choses comme ça. Effectivement, quand tu t'engages dans un forfait avec moi, moi, je m'engage à faire mon maximum. Et toi, il faut que tu t'engages aussi à faire ton maximum. Dans le sens où je peux pas être à 100% à tes côtés si mes conseils ne sont pas appliqués. Je peux pas faire les choses à ta place. Je peux pas être au quotidien à aller faire tes courses, à faire la cuisine, à aller au soleil quand je te demande de le faire, à réguler ton rythme circadien, etc. Donc, mes conseils ne sont rien, et ça, je le dis tout le temps, si la personne ne les applique pas derrière. Donc, l'investissement, il est des deux côtés. Et dans ton forfait, en fait, il y a plein de choses qui sont comprises.
Certes, il y a 4 consultations, dont la première qui est souvent très longue. Enfin, très longue. Ça va dépendre du problème de la personne. Il y en a qui ça se règle vite fait la première consultation, d'autres c'est un petit peu plus long, mais on va vraiment ratisser large. Et je commence toujours par envoyer en fait le recueil de données. Donc c'est un PDF que j'envoie avec plein de questions. Il y a une 12aine de pages. Ça, il faut le remplir et me le renvoyer avant qu'on fasse la première consulte parce que moi je la prépare déjà en fait. À ce Bien moment-là, sûr. je prends des notes. Si j'ai des questions, des trucs qui me viennent à l'esprit en lisant, il faut que je puisse préparer ça. Et également, si la personne a des résultats d'analyse à me communiquer avant qu'on commence, il faut qu'elle me les fournisse. Déjà, souvent, avant même d'avoir commencé le suivi, avant même souvent d'avoir été payé, je commence à travailler. Et je commence à analyser toutes ces choses-là et à en tirer des conclusions, des hypothèses pour voir vers quoi on pourrait se diriger. Donc, il y a ce travail-là qui commence. Ensuite, on fait la première consultation. J'approfondis certaines questions. S'il y a des trucs qui sont pas très clairs, que le patient voilà, n'a pas été trop en profondeur, je pose mes questions. À l'issue de cette première consultation, je vais avoir une idée beaucoup plus claire des éventuelles analyses dont j'aurai besoin pour creuser certains aspects. Donc là, on peut partir sur certains tests fonctionnels. Ça peut arriver que je dise à la personne, voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Ça peut arriver que j'ai besoin de rien parce que les infos que j'ai me suffisent. Donc c'est très dépendant en fait D'accord. de l'individu. Et une fois que j'ai reçu les analyses que j'aurais pu avoir demandées, à ce moment-là, j'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler et faire un protocole totalement personnalisé en fonction de la personne. Ensuite, ça prend plus ou moins de temps de réaliser ce protocole. Donc ça, je tiens aussi à le rappeler, puisqu'il y a des personnes qui attendent leur programme le lendemain d'avoir envoyé leurs résultats sanguins. C'est pas comme ça que ça se Non. passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un programme, je peux passer une journée à 3 jours dessus. Donc ça aussi, ça se reflète dans mon tarif, forcément, c'est pas 1 heure de réflexion. Je prends pas le programme que j'ai déjà fait à quelqu'un d'autre. Toujours Bien quelque sûr. chose à personnaliser. Et ça, effectivement, ça se paye puisque c'est du temps passé pour la personne. Je délivre le programme. Je demande à la personne si elle a des questions, voilà, n'importe quelle zone d'ombre qui n'aurait pas été éclaircie avant de commencer. Il faut m'en faire part parce que le but, c'est de vraiment commencer en ayant tout compris de ce qu'il faut faire. On met en application et après, tu as les consultations de suivi. Donc, il y en a 3 qui sont réparties à peu près toutes les 6 semaines pour du coup faire en tout 6 mois de suivi. Et donc, toutes les 6 semaines, on fait le point sur l'application du programme. S'il y a la nécessité de faire des ajustements, des changements, notamment dans la diète, ça se fait. Voilà, le programme est fait pour vivre au fur et à mesure en fait du forfait et c'est pas quelque chose de figé. Il faut qu'on puisse s'adapter, notamment parce que entre la théorie et la pratique, Bien sûr. il y a toujours des choses qui sont différentes. Donc entre le programme que je pensais être bon au départ et ce que je peux découvrir au fur et à mesure de la personne et de ses réactions, il peut y avoir des ajustements à faire et ça aussi, il faut pas s'en surprendre. Bien Il faut sûr. pas se dire, elle est bizarre cette nutritionniste, elle me donne un truc à faire au départ, puis après, elle change totalement de stratégie. Ouais, c'est Est-ce qu'elle toi sait ce qu'elle fait, tu vois? qui teste tes armes, qui teste qui affûte. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est obligé, en fait. Et un professionnel qui ne change pas son fusil d'épaule parce qu'il est persuadé que ce qu'il a donné au départ, c'était la bonne stratégie, ben, pour moi, c'est pas bon signe, quoi. C'est pas Ouais. bon signe. Ben, je voulais rappeler qu'il faut pas se surprendre si un thérapeute change de stratégie. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que ça a beaucoup plus de logique. Et pour changer ton fusil d'épaule, entre guillemets, tu te bases sur des indicateurs clés, sur par exemple les analyses Des sanguines, symptômes. entre guillemets, Ouais, etc. ça va dépendre des symptômes de la personne. Déjà, si la personne me dit, bon, ben ça s'est pas amélioré, ça c'est encore pire, tu vois, on va se baser sur ça. C'est pour ça que souvent je demande à la personne de tenir un journal de bord Mhm. de toutes ses sensations, à la fois ses fonctions cognitives, son sommeil, sa digestion, son énergie, etc. Parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir le plus se baser au fur et à mesure pour changer les choses, d'une part. Et si vraiment je suis coincée, que j'ai besoin de refaire des analyses, je le demande aussi. Mais en général, les symptômes sont suffisants. D'accord. Je pensais à tes références. Est-ce que tu as des livres ou des auteurs euh, qui t'ont le plus influencé dans ta pratique et ton approche de la santé? Alors, j'en ai pas un. J'ai envie de te dire que c'est très difficile de te répondre à ta question parce que n'importe quelle lecture que j'ai pu avoir m'aura forcément apporté quelque chose. Il y en a des plus marquants que d'autres, bien entendu, mais il y a toujours du bon à prendre dans n'importe quel bouquin, n'importe quel article.
Voilà. Après, il s'agit de bien faire le tri, bien entendu, et pour ça, faut, je pense, avoir une solide connaissance de base. Sinon, t'arrives C'est pas, en ça. fait, à trier derrière, tu peux te faire avoir par n'importe quel récit. Donc, c'est important d'être sûr de ses connaissances et de toujours bien les travailler et les garder à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que je pourrais reprocher, je pense, à pas mal de thérapeutes, c'est de ne pas avoir assez de connaissances de base et de, du coup, gober tout ce qu'ils peuvent lire. Donc Mhm. là, je me souviens d'une fois où j'ai eu une altercation sur Instagram avec certains naturopathes parce que c'était bienveillant au départ, ça a été mal interprété, mais je rappelais que sans une connaissance solide de la biochimie, du corps humain, de toutes les voies métaboliques, etc., si tu maîtrises pas ça, tu risques pas derrière de comprendre comment fonctionne le corps humain, faire des recommandations en conséquence. Pour moi, tu peux pas être micronutritionniste non plus si tu n'as pas une connaissance en biochimie, c'est impossible. Ouais, ouais, Hum, ouais. Ça C'est un peu semble comme, logique. c'est un peu, enfin c'est une comparaison un peu simple, mais c'est un peu comme choisir la couleur de la peinture du mur de ta maison quand elle n'est pas encore construite, quoi. C'est C'est du ça. micromanagement alors que les bases C'est sont ça. pas là. C'est ça. Et tu sais qu'il y a beaucoup de micronutritionnistes qui, qui vont demander des jolies analyses où on va les tester, mais même des médecins, hein. Mhm. Parce que j'ai récupéré des patients qui avaient vu des médecins dits fonctionnels français qui n'en ont de fonctionnel que le terme, parce que derrière, franchement, ça suit pas. Où tu as des analyses à rallonge où on a regardé tout, la B12, la B6, etc. Il y a plein de trucs qui ont été testés. Et en fait, ils font de l'allopathie verte, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous avez un manque de vitamine A, on va mettre de la vitamine A. Vous avez un manque de B12, on va mettre de la B12. En fait, c'est pas de la micronutrition du tout, ça. Mais absolument pas. La question, c'est de comprendre déjà pourquoi il y a ces carences-là, de revoir l'alimentation. C'est pas je rajoute Ouais. 10 000 compléments alimentaires. Et ensuite de comprendre pourquoi éventuellement il y a ces défaillances si l'alimentation est bonne. Très souvent, c'est au niveau digestif que ça se joue. Donc c'est ça qu'il faut travailler, tu vois. Je Et vois. même dans la micronutrition, c'est pas aussi simple que de regarder un truc isolé, parce que il y a tout un enchevêtrement entre les différents micronutriments qu'il faut prendre en considération. Si par exemple tu manques de fer, il faut aller regarder le cuivre, la vitamine A, la vitamine B6, etc. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Et ça se sait avec la biochimie. Donc toi, tu considères vraiment que c'est quelque chose de fondamental, la biochimie. Faut Oui, oui, oui. Et déjà je commencer par ça, quoi. dis pas du tout être parfaite en biochimie, c'est pas du Mhm. tout ce que je dis, mais par contre, régulièrement, je retourne dans mes cours de BTS diététique, puisque pour le coup, on avait vraiment un gros travail de biochimie, un gros cours sur tout ça. Et régulièrement, ça fait rire plein de gens autour de moi, mais je retourne voir les schémas, je les retravaille. Parfois le soir, au lit avant de me coucher, je les regarde à nouveau Ouais. parce que je trouve ça hyper important de les garder à l'esprit. Tu peux pas faire de la bonne nutrition et micronutrition si t'as pas les voies métaboliques en tête, en fait. C'est pas possible. Non, je suis vraiment marqué par ce paradigme aussi qui est très important. Plus un savoir il est vieux dans le temps, plus généralement il a survécu à l'épreuve du temps, donc il vaut le coup. Ouais. Et ouais, s'inspirer des bases plutôt que d'aller dans les branches de l'arbre, déjà regarder la C'est base de ça. la base. Donc je vais creuser un peu le sujet si si t'as des livres à me conseiller sur ça, qui restent quand même un peu vulgaires parce que Pour bon, tout te dire, en termes de livres, là actuellement sur mon ordinateur, je crois que je dois en avoir plus de 1000. Donc ok. je peux pas. Alors j'ai trouvé les façons de les télécharger illégalement, mais Ah. heureusement parce que j'ai envie de te dire que sinon je n'aurais plus d'argent. Donc il faut bien à un moment donné trouver ce genre de moyens pour s'en sortir. Mais j'en ai énormément, sans compter après par-dessus les études. Il y a plein de choses que j'ai pas lues, hein. Attention, hein, Mhm. parce qu'il faut du temps, il faut énormément de temps pour creuser un livre et moi je peux pas lire un livre sans prendre des notes à côté. Donc ça prend encore plus de temps du coup de faire comme Mhm. ça. Mais il y a pas une personne qui retient mon attention. C'est dès que je trouve un livre en fait qui va potentiellement m'intéresser, je le télécharge et je le garde dans un coin de ma tête et j'y reviens régulièrement. Donc, j'ai essayé de classer ça par catégorie, parce que Mhm. sinon c'est un peu compliqué. Donc, il y en a sur le microbiote, sur tout ce qui est hormones, etc. Tout ce qui est les maladies infectieuses. Il y a des manuels de médecine, mais il n'y a pas que des manuels de médecine. Tu as aussi tout ce qui est médecine fonctionnelle, qui est un petit peu plus récent, mais tu as aussi des vieux manuels, en fait, Ouais. où je trouve qu'il est important de remettre le nez, parce que tu as plein de choses super intéressantes à aller piocher, qu'on a totalement Ouais. oubliées.
depuis, clairement. Donc c'est vraiment dommage. Et de remettre le nez régulièrement dans ce genre d'infos, c'est hyper, hyper important. Il y a des mines d'or à repiocher dans les vieux manuels de médecine. Entièrement d'accord. Et j'adore cette idée de revenir sur les bases des bases pour laisser le cerveau refaire ce travail de tri et d'un seul coup, on va avoir une idée pour, dans ton cas, pour un patient ou une patiente qui est influencé par ça. Les projets que tu as pour l'avenir à part à ta vie, ou alors rajouter des fonctionnalités, des choses à ta vie? Alors pour l'instant, je me concentre sur Ataï parce que c'est un sacré morceau. C'est de le développer très très clairement. Alors il y a plein de façons, je pense, de faire ça. L'une des idées qui est en train d'émerger, c'est parce que là actuellement j'ai une petite stagiaire, donc on en discute pas mal. Une stagiaire qui a tout ce qui est com et marketing. Je pense que l'axe majeur qui va se jouer dans les mois à venir, c'est de développer une chaîne YouTube. Donc des vidéos qui sont accessibles à tout le monde et qui sont gratuites, où on va donner de l'information et évidemment on va parler d'Atavi, on va faire la promotion d'Atavi. L'objectif c'est de ramener le plus de gens possible, mais en offrant aussi du contenu gratuit parce que il faut pas perdre de vue que l'idée d'Atavi c'est aussi de démocratiser la santé fonctionnelle, donc il faut qu'on soit en mesure aussi de fournir du contenu gratuit, je pense, pour tout le monde. Donc il y a l'axe de YouTube et puis après de travailler effectivement Atavi dans des versions un petit peu poussées qui viendront plus tard. Là, ça dépend pas vraiment de moi puisque moi je fais mon train à créer le contenu, mais ça dépend du développeur et du web designer quand ils sont disponibles puisqu'ils ont des activités qui leur sont propres à côté, donc c'est pas forcément facile de composer avec ça. Mais dès qu'on a un petit peu plus de temps, l'objectif c'est d'avoir un développement plus performant d'Atavi avec éventuellement d'autres fonctionnalités qui viendraient se greffer par-dessus. On a quelques idées, mais voilà, c'est des choses qui prendront du temps et qui viendront. En tout cas, chapeau à toi, à tous les trois, du coup, d'avoir monté cette belle plateforme qui est du coup facile à trouver de manière organique. Je vous laisserai le lien en bio pour ceux que ça intéresse. Et je te remercie beaucoup d'avoir passé tout ce temps sur la Grande Évasion. Avec plaisir. J'espère te revoir dans un autre épisode spécifique. Je pense, vu tout ce que tu connais, je pense pas que c'est difficile de parier sur ça. Et si tu as un dernier mot avant de couper l'épisode. Je te remercie de cet espace de discussion que tu m'as offert, notamment pour pouvoir parler d'Atavi, puisque je le dis souvent en off, mais c'est le projet de ma vie. Donc c'est vraiment très très important pour moi que les gens puissent comprendre qu'on a œuvré à leur offrir un espace où on veut démocratiser la santé fonctionnelle à une ère où ça arrive à peine en France, la médecine fonctionnelle, et où je sais qu'il y en a certains qui se targuent d'être médecins fonctionnels, mais qui clairement ne le sont pas à mes yeux, en tout cas pas suffisamment. Et ici, on essaie vraiment avec Atavi, de vulgariser un maximum les choses pour qu'ils puissent avoir cet espace-là de compréhension et d'échange, parce que s'ils ont des questions, le but c'est de les poser, on est là pour ça. Et également, je remercie aussi mes intervenants, j'en profite. Il y a Marine et Sébastien qui ont gentiment accepté et gracieusement de m'aider à construire Atavi, à fournir de l'information, à donner de leur temps sur des sujets qui sont leur niche. Donc Sébastien, c'est la nutrition du sportif, et en particulier du sportif d'endurance. Et Sébastien est extrêmement doué dans son domaine. Et Marine, également très très douée dans son domaine, c'est moi qui l'ai contactée. Donc elle, c'est tout ce qui est psychologie holistique. On parle beaucoup de thérapie holistique. Elle est sur vraiment, comme elle parle anglais, j'ai de la chance, je n'approche que des personnes qui sont douées. Du coup, elle a beaucoup à offrir parce qu'elle a des lectures qui sont aussi outre-Atlantique et qui dépassent largement ce qui est proposé actuellement en termes de psychologie en France. Donc on est souvent sur des notions novatrices, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai contactée, c'est parce que je me suis dit waouh, cette fille elle a tellement de choses à offrir encore qui me manquent en France. Donc je les remercie beaucoup d'avoir accepté de m'aider, et j'espère qu'Atavi leur plaît, je pense que c'est le cas. Merci Estelle, c'est bien noté. Donc le lien en bio de atavi.fr pour une plateforme fonctionnelle très 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 intéressante que je recommande. Merci Estelle encore d'avoir accepté mon invitation sur la Grande Évasion, et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez lui envoyer le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description, et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la Grande Évasion.